On parle de Waterman. Enfin, fait les évaluations, excusez-moi. Columbus, Montréal. Si je te laisse le contrôle. Non? Vas-y, ok, pas de souci. Je vais retrouver le tweet. Je pensais que si tu voulles faire d'abord les Saputo d'or, etc. Mais il n'y a pas de problème. On va commencer par les notes. Je vais juste retrouver mon petit tweet. Ok, je peux aller les chercher. Alors, je pensais qu'on les faisait pas. Sorry. Parce que maintenant, c'est très intéressant de montrer les deux entre SofaScore et WhoScore. Parfois, tu as des choses qui se ressemblent, oui, mais tu as quand même des écarts qui montrent que voilà, les deux comment dire, les deux réseaux, ils ont des façons très différentes de noter. Donc, je suis sur le match contre Columbus, si ça vous va, parce que de toute façon, je pense même pas que le match de Halifax il était retenu. Donc, comme à l'habitude, le code couleur, en plus c'est vert, mieux c'est. Donc Kyoto MVP, comme dirait Sof, qui je pense qui prend vraiment un bonus avec son but à dernière minute. Pour le reste, il y a pas grand chose. Il y a quand même beaucoup de 6-4, 6-5, etc. Mais Waterman ressort un petit peu plus dans la défense. Ça, c'est du côté de SofaScore. Je vous préviens, WhoScore est beaucoup plus critique. On tombe à 5.7 par exemple pour un Mathieu Chouanière. C'est mérité. 5.8 pour Sam Piet, 5.9 pour Torres, qui je crois qu'a tapé sur les nerfs de beaucoup de personnes durant le match. Bon, Kyoto se démarque toujours grâce à son but, 7.1. Puis la défense, je pense qu'elle ils ont pas forcément mal défendu, donc c'est pour ça que les notes sont plutôt bonnes, mais en même et comme celle de Pantémis, de Miller, etc. Mais en même temps, voilà, donc ils prennent, c'est parce que je pense prennent des buts qui sont peut-être un peu faibles d'un point de vue expected goal, donc c'est pour ça qu'ils sont autant crédités. Mais ouais, là, il y a quand même un axe Chouanière, Piet, Torres qui est en dessous de 6 et ça paraît pas mal. Ça, c'est sur WhoScore. C'est moins évident sur SofaScore où Chouanière est toujours dans les moins bien notés, mais cette fois-ci, il est rejoint par Wanyama et Broguillard auprès de 6-4. Donc c'est ça. Puis le temps de... Je vais stopper le partage d'écran, le temps de vous trouver le flow du match. Je l'avais tantôt d'ailleurs, mais j'aurais dû le garder ouvert. Parce que là, on va plus voir justement ce que je voulais mentionner sur sur les buts marqués. Où bon, c'est pas non plus des grands expected goals là, genre, qui ont été encaissés par Montréal. Donc, je pense que c'est ça qui joue sur les notes qui sont pas assez mauvaises. Mais par contre, ce qui va être intéressant de voir, c'est que Montréal, ils ont rien créé tant que ça. Et c'est là où, dans l'antichambre, j'en parlais un petit peu avec Nilt sur l'analyse du match. Je trouve que hier, Montréal, il y a aucune grosse chance jusqu'à la fin, ou Kyoto, ou même là, je soupçonne qu'on a le poteau de la Palainen qui est là, et qui après tu comptes le but de Kyoto. Genre, comme je suis pas mal certain que c'est de façon assez logique considéré comme deux actions différentes. Et donc, ça vient surbooster l'expected goal. Et donc, ça fait que tu arrives à une situation où genre, Montréal a 1.38 et Columbus 0.75. Mais je me demande... mais tu vois, avant, j'avais dit la semaine dernière, je dis l'expected goal, ils ne prennent pas en compte la séquence du temps, nécessairement de la bonne façon. Ah ouais, mais moi, je le dis aussi, tu vois, donc, comme je dis des critiques, je dis des choses, des compliments. Je dis pas que tu l'as pas dit, juste, je ne vais pas l'avoir dit ça, je peux te quoter une prochaine fois si tu veux. Non, mais c'est parce que, genre, quand tu vois, dès qu'il y a un truc qui va pas, voilà, c'est pour ça que ces stats, c'est de la merde. Mais non, je pense qu'en fait, c'est pour ça que, justement, il faut les lire un petit peu, parce que, tu vois, ça, je me dis, mais de quelle action il parle pour arriver à une telle note juste avant celle de Kyoto. Peut-être que j'oublie, parce que moi, franchement, ce match-là, je l'ai vu de façon... je luttais contre moi-même. Non, c'était Nilt, c'était hallucinant. C'est vraiment le match de l'année, je crois. J'aurais peut-être à réfléchir à d'autres. Non, les premiers étaient un peu compliqués. Enfin, pas par rapport à la qualité même, mais c'est plus à m'habituer à l'horaire. Ben, ça en fait quelques-uns, je trouve. Tu sais, même celui à domicile contre Nashville, c'était fou.
Ah, mais après, moi, j'étais au stade. Fait que je sais pas c'est quoi l'expérience, est peut-être un peu différente, mais je te rejoins. Puis Chicago, après Chicago, on s'est mis à beaucoup parler avec les gars parce qu'on était tous au stade. La première mi-temps de Chicago, bro. Bref, donc c'est ça, ouais, donc ça, c'est un petit peu le flow du match. Et effectivement, on voit que regarde, par exemple, le deuxième but de Zardes, si vous voyez, goal puisque il est j'ai gelé mais j'espère que je suis revenu. Donc voilà, deuxième but de Zardes, il est très très faible en probabilité C'est le centre. Non, du tout. Non, le centre, regarde, le centre, il est là. J'ai peur. Mais regarde, mais donc c'est pour ça que tu vois ce but-là, tu te demandes un petit peu parce que si c'est un but qui est pas censé rentrer, il y a des parts de responsabilité, alors que. Mais attends, il y a dans le calcul du expected goal, il y a deux. Là, ce qu'on calcule, c'est pas la qualité de la frappe, c'est l'endroit où la frappe. Après, il est juste au-dessus il est juste en dehors de la surface. Ouais, il est quand même seul. C'est que de cette place-là, l'expected goal est quand même faible, mais il y a une autre statistique qui est le post-tir, le post. C'est post-shot expected goal. C'est une fois qu'il fait la frappe, une fois que le tir est parti, pour voir si le gardien fait un beau travail ou pas, c'est voir la qualité de la frappe. Est-ce que le gardien avait vraiment une chance, une fois qu'il l'a frappé, d'arrêter ce tir-là? Et la qualité de la frappe de Zardes, c'était pouf. Non, mais c'est incroyable cette frappe. La vitesse du pied gauche de faire une mine comme ça, c'est vraiment impressionnant. Sérieusement, la vitesse. Puis tu le vois au ralenti, même au ralenti, ça va vite. Genre, c'est vraiment une grosse frappe. Genre. Mais je pense que comme tu poses une autre question, Nilt, qui est pertinente, mais comme déjà, cet aspect-là du fait que l'expected goal est très très faible à cette position nous fait comprendre que tu n'es pas censé marquer un but à cette position. Et le fait qu'il marque un but et que moi, je trouve que c'est un peu... Ça donne de la qualité aux joueurs, c'est qu'il transforme une situation... de faible chance de but. Non, très bien. C'est clair. Une fois qu'il la frappe, transforme cette faible chance-là en quelque chose de très, très haut, probable. Et ça, je pense que c'est le plus gros défaut comme d'expected goal. Genre comme le fait qu'il y a pas la prise en compte de la qualité de l'émetteur de l'action. Sauf que t'es pas censé marquer un but dans cette position-là. Et donc, lorsqu'on me parle de l'absence de responsabilité de la défense, du gardien, etc., j'ai du mal puisque tu n'es pas censé marquer un but là. Et j'ai trouvé qu'on a dédouané énormément toutes les personnes qui sont impliquées sur cette action. Mais moi, je me demande sur ce but-là, est-ce que le fait que c'est dans l'axe, qu'il y a un endroit, l'axe juste en dehors de la surface, c'est pas un endroit difficile, c'est pas un endroit difficile pour marquer parce que vous avez un très bon point par rapport, on prend pas compte de la qualité du joueur parce que dans les stades d'exploit de goal, que ce soit Messi ou Björn Johansson, ils font pas la différence. Donc là, c'est un problème, mais bon, c'est correct. Là. C'est une stat qui se base sur des milliers, des millions de tirs qui sont faits dans cette même position, par exemple, dans la même zone. Mais le but, justement, c'est de ne pas faire de différence pour ressortir la qualité du joueur. Même frappe faite par Messi, puis la même frappe faite par Neptune. Si on part avec les mêmes chances de marquer un but. Si Messi marque 10 fois sur 10, puis moi, je ne touche pas le but, ça démontre qu'il est au-dessus du lot. C'est fait pour ça. Oui. Et ça, c'est un très bon point. Et par rapport à ce que Sid disait, genre, ce exploit-là veut dire que tu n'es pas supposé marquer de là. Mais c'est pas supposé marquer là, donc ça indique que Zardes a vraiment bien fait. Mais comme dit Sid, ça indique aussi l'autre revers de la médaille, que la défense faisait quoi, le gardien faisait quoi. Donc toi, tu es un club, tu dis, OK, qu'est-ce qui est passé sur l'action? Tu l'analyses, l'action. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Bon, ils auraient analysé l'action dans tous les cas, même s'il n'y avait pas d'exploit de goal, parce qu'ils ont pris un but. Oui, bien évidemment. Mais s'il n'y avait pas un but, puis il y avait un exploit de goal, une action de but, on l'aurait vu quand même. Mais je suis curieux comment un club aurait utilisé cette statistique-là s'il n'y a pas dû de marquer. Ils se disent comment. Ouais, non, tu as 100% raison. De toute façon, c'est pour ça qu'il faut. On propose on présente ces informations, mais on ajoute aussi une couche de contexte. Le but que Zardes met,
il y a la qualité de son appel, mais aussi la qualité de la passe. Je pense que c'est Étienne qui fait la passe. Le premier, c'est. Je veux dire, dans expected goal, genre, il va être très très élevé. On va dire, oui, donc et tu pourrais croire que c'est un but facile à mettre, alors que l'exécution de l'action était quand même de très haut niveau. Je vais terminer sur la distance. Juste une question, mais pour le premier, par exemple. Non, c'est pas juste la distance, c'est aussi le nombre de fois qu'il y a eu des buts à ces endroits-là. Avec la manière où on parle juste vraiment. Okay. Il y a peut-être des modèles plus poussés où justement, où genre comme ça va chercher là, mais je suis pas certain, parce qu'il y a différents modèles, mais on est surtout sur, on va prendre tous les buts qui ont été inscrits, puis est-ce que quand tu es ici, tu as des chances de le marquer ou pas? C'est ça ce que j'allais dire, parce qu'un expected goals où tu fais une reprise de volée et tu es dans cette zone-là, tu as quand même tes chances de marquer sont quand même très élevées, mais en même temps, tu regardes le geste, c'est pas un geste facile à faire, même s'il est proche. La passe, elle vient d'un côté, elle vient du côté gauche. Il fait son appel derrière Miller, il ouvre le pied. Tu sais, c'est pas évident là comme but. Non, c'est certain, mais je pense il faut prendre en considération le volume d'actions qui sont comptabilisées. Donc, imaginons que tu arrives aujourd'hui à prendre sur 30 ans de football toutes les personnes qui se sont retrouvées ici. Bon, quel que soit le ballon, comment il est arrivé, quel que soit ils sont gauchers, droitiers, ou s'il y a des gens devant ou pas, on analyse vraiment un gros paquet d'occasions pour déterminer ici. C'est plutôt compliqué de marquer des buts versus de l'autre côté. Après, effectivement, comme tout ça se raffine en fonction de plein de paramètres. Donc, et c'est vrai qu'il y a des modèles, pas des modèles, il y a des statistiques qui sont plus adéquates, comme celle dont tu as parlé, Nilton, qui prennent en considération d'autres choses. Et puis, c'est vrai que dans expected goal, on ne sait pas la qualité du gardien, comme est-ce que tu as une pression défensive, est-ce que c'est à 0-0 ou c'est à 3-0, genre comme qui tireur. Et c'est pour ça que on peut pas juste montrer une stat puis juste pas passer à autre chose. Je vais juste finir sur les évaluations avec nos hashtags habituels où merci beaucoup comme d'habitude à tout le monde d'avoir participé. Je pense qu'on voit pas grand chose. On va resserrer un petit peu. Donc Matt Lemay qui nous dit donnons le crédit au crew pour leur solidité défensive. Je pense que Sofiane n'aurait jamais dû dire que les clubs MLS vont prendre le blueprint de Nashville parce que maintenant c'est ce que tout le monde fait. Et ça va être très compliqué pour CF Montréal pour le reste de la saison. Donc, donnons le crédit au crew pour leur solidité défensive, bien que le Montréal a de la marge pour mieux faire en attaque. Saputo d'or à Kyoto qui ne lâche pas, trop de Poutine à Torres qui perd tous les ballons et Jardin Foin, le boulevard laissé à Zardes avant son golasso. Je vais en lire deux pour terminer. Donc on a Amine Sabri que je salue parce que vraiment toujours au top sur les informations. Ce qui nous donne un Saputo d'or pour Camacho pour la combativité, trop Poutine pour Torres qui est dû pour un retour sur le banc, trop de premières touches approximatives. Et ensuite Jardin Foin, Pantémis qui reste coaché sur le tir du gauche de Zardes, pas la première fois, qui reste sans bouger sur un tir de loin. Et on a José Trottier qui il est un peu les mêmes. Wanyama pour Saputo d'or, mettons. Ça c'est un vrai mettons. Puis trop de Poutine pour Torres, Jardin Foin, Pantémis qui fiche au deuxième but, même s'il avait sûrement aucune chance. Et on a, pour finir, Saputo d'or, Papa Beer, dans la grande tradition IMFC de ne pas donner un Saputo d'or lorsque la défaite énerve trop les partisans. Et donne un trop Poutine pour Waterman pour son excitation en fin de première demi, entre guillemets, entre parenthèses, fatigue de plusieurs titularisations, et Jardin Foin pour Chouanière qui court après Zardes. Donc voici pour cela. Et je vous remercie tout le monde de participer à ces évaluations.